on va parler d'une victime collatérale de la dissolution de l'Assemblée nationale, puisque je suppose que quand l'ordre du jour des assises a été élaboré, c'était avant la dissolution. Et donc à ce moment-là, il y avait un texte en examen à l'Assemblée nationale sur la fin de vie. Et on peut penser, on verra ce qui va se passer, mais on peut penser que c'est peut-être envoyé au camp grec. Alors, et la personne qui a fait mûrir ce texte, puisqu'elle a été à l'origine de toute la préparation du texte, même si vous n'étiez plus en charge de ce texte quand il est arrivé à l'Assemblée nationale, si je ne me trompe pas, c'est Madame Agnès Firmin-Lebaudot, qui vous étiez à l'époque chargée de l'organisation territoriale des professions de santé. C'est l'intitulé au sein du gouvernement Borne. Et vous avez été réélu député du Havre d'ailleurs, puisqu'on a reçu le maire du Havre ce matin. Alors, on va peut-être recadrer un peu les choses avant de rentrer, parce qu'il va y avoir des débats, il va y avoir des controverses. On n'est pas autour de la table, tout le monde n'est pas d'accord. Autour de la table, tout le monde n'est pas d'accord, donc c'est intéressant. Mais d'abord, recadrons un peu les choses, sans rentrer dans tous les détails, mais expliquez-nous la démarche que vous avez poursuivie pendant plusieurs mois pour arriver à un texte que vous avez présenté, un texte de compromis. Et alors, la question que je vous poserai dans un second temps, mais je vous la pose tout de suite, comme ça vous avez un peu le cadre de votre intervention. Est-ce que l'aide active à mourir, qui était prévue par ce texte, pourrait se mettre en place, malgré l'opposition, semble-t-il, d'une grande majorité des soignants? Puisque en tout cas, les organisations de soignants ont été très virulentes par rapport à ce texte. Donc ça, c'est un deuxième temps. Mais d'abord, peut-être recadrer d'abord toute la réflexion qui a présidé à ce texte-là. Bonjour à tous. Alors, si vous commencez par la dernière question, on est mal barré pour recadrer les choses. On va commencer par la première. Tout d'abord, merci, cher Luc Broussy, pour ton invitation à participer, comme tu l'as dit, une nouvelle fois aux Assises nationales des EHPAD. Je suis vraiment ravie de pouvoir être de nouveau là aujourd'hui pour parler d'un sujet de société. D'un sujet de société qui nous concerne tous, qui est celui de la fin de vie. Pratiquement 2 ans, jour pour jour, c'était le 13 septembre 2022, le président de la République, dans un communiqué de presse, suite à l'avis 139 du CCNE, demandait au gouvernement de travailler et de réfléchir sur le sujet de la fin de vie. C'était il y a 2 ans. Avec en priorité, comment faire pour avancer sur les soins palliatifs. Et deuxième sujet de réflexion, faut-il faire avancer la loi sur l'aide à mourir? C'était la question posée par le président de la République. Il m'a confié ces travaux et en tant que ministre, j'ai travaillé d'une façon transpartisane dès le départ, puisque j'ai travaillé avec des parlementaires de façon transpartisane. J'ai travaillé avec des soignants de façon transpartisane, mais pas de la même façon, c'est-à-dire des soignants qui étaient favorables à l'évolution de la loi, mais aussi des soignants qui étaient défavorables à l'évolution de la loi. Et de façon simultanée, la Convention citoyenne a travaillé pendant quelques mois. Le 3 avril 2023, la Convention citoyenne rend son avis au président de la République et j'avais, moi, quelques jours avant, rendu le résultat de mes travaux au président de la République après avoir, je le redis, travaillé de façon transpartisane, d'être allé à l'étranger, dans 6 pays différents pour voir comment ça se passait. Et puis aussi beaucoup consulté, beaucoup écouté des personnes favorables, des personnes défavorables. Voilà, donc j'étais arrivée, j'allais dire, à peu près à la même conclusion que celle qu'ont présentée les conventionnels, comme on les appelle maintenant, qui ont travaillé sur ce sujet. Le président de la République, le 3 avril 2023, demande au gouvernement de lui présenter un texte de loi qui ferait rentrer dans la loi l'aide à mourir et aussi une stratégie décennale sur les soins palliatifs, je le répète, étant pour lui la priorité des priorités. C'est ce que nous avons fait, c'est ce que j'ai fait en tant que ministre. Et en décembre 2023, quelques jours avant, j'allais dire, un remaniement, le président de la République valide le texte que je lui avais présenté et valide la stratégie décennale des soins palliatifs. Il se trouve que la vie politique n'étant pas un long fleuve tranquille, quelques jours plus tard, je ne suis plus ministre, mais je redeviens député. Et j'ai eu le plaisir de présider la commission spéciale qui a eu en charge de travailler sur le texte de loi
que j'avais écrit en tant que ministre. Donc c'est une histoire un peu singulière, mais au moins j'avais le mérite de bien connaître le texte. Et c'était aussi assez intéressant de travailler de nouveau sur ce texte de loi aux côtés de mes collègues 70 membres de la commission spéciale et de la ministre Catherine Vautrin qui avait pris le relais sur ce sujet. Et patatras, le 7 juin, le vendredi soir, 7 juin 2024, nous quittons l'hémicycle, certains en laissant des affaires, c'est véridique, hein, dans l'hémicycle, puisque nous devions revenir le lundi pour continuer nos travaux. Et patatras, nous ne sommes pas revenus le lundi, puisque le 9 juin, nous nous sommes fait licencier en direct par le président de la République. Moi, ça faisait 2 fois en 6 mois, ça faisait beaucoup quand même. Vous faites plus partie de son fan club alors? Oups. Mais c'est comme ça. Et donc, ce texte sur lequel nous avions eu des débats passionnants, parfois passionnés, mais sur lequel je crois pouvoir dire, même si des oppositions fortes se sont, oppositions au sens pour et contre, se sont marquées, nous avons su, je crois, travailler en nous respectant, et je crois que c'était sur un sujet comme celui-là essentiel. La question est, est-ce que le gouvernement qui sera nommé dans les prochains jours reprendra ce texte? À titre personnel, je souhaite qu'il le fasse, ou qu'il remette, j'allais dire, le sujet au cœur des préoccupations. Mais bon, même si certains d'entre nous pensent que ça n'est pas une priorité, je pense que sans doute au sens des priorités premières du gouvernement, ça ne peut ne pas l'être. Je pense que pour beaucoup de nos concitoyens, il est urgent qu'on envoie un signal fort que ce sujet doit de nouveau être traité et remis dans les travaux parlementaires. En tout cas, j'y veillerai à titre personnel, parce que je suis vraiment très surprise par l'attente de nos concitoyens. Et je le dis devant Jean-Luc qui milite depuis des années. Moi, ce n'est pas un combat que je mène, ce n'est pas mon combat, mais je suis vraiment très surprise par le nombre de concitoyens qui régulièrement m'ont un tout petit peu identifié sur le sujet et viennent me dire à quel point ils attendent que la loi évolue. Vraiment. Et je le dis parce que ça m'arrive très régulièrement. Dimanche au Havre, c'était le forum des associations sportives et culturelles de la ville, ça n'avait rien à voir. Le nombre de personnes qui me disent « on espère que vous allez pouvoir retravailler sur le sujet ». Donc, et même peut-être des personnes qui ne sont pas spécialement, j'allais dire, favorables, mais ils sentent bien qu'à un moment ou à un autre, il va falloir que la loi évolue. Donc voilà pour avoir recadré très vite le sujet. Je vais laisser ma question pour le débat, peut-être, ça sera plus intéressant. On va quand même continuer je veux dire, non pas les présentations, c'est pas les présentations, mais c'est expliquer, vous, comment vous positionnez. Et je vais donner la parole d'abord à monsieur Romero Michel. Alors, vous êtes adjoint au maire de Paris, mais c'est pas pour ça qu'on vous a invité. C'est parce que vous êtes président d'honneur de l'association pour le droit de mourir dans la dignité, qui est très connue. Alors, vous nous direz si le projet de loi présenté par le gouvernement va dans le sens que vous défendez depuis longtemps, pour avoir le choix de sa fin de vie, puisque ce sont vos termes. Et alors, la question, je la garderai pour le débat. C'est sur l'opposition éventuellement avec des soins palliatifs. Mais parlons d'abord de ce texte-là. Quelle est votre lecture de ce texte-là sur cet axe-là? Bon, d'abord, merci aussi à Luc de m'avoir invité une nouvelle fois. Et je vous l'ai dit, je prie de m'excuser, je dois partir absolument à 18h, parce qu'il y a eu un retard dans votre table ronde. Et je reçois 800 nouveaux naturalisés sous ma casquette de maire adjoint de Paris. Et il y a 800 personnes qui m'attendent à la mairie. Et il faut que. Donc, je ne pourrai pas rester malheureusement à tout ce débat, et je le regrette. D'abord me réjouir de voir que Agnès Firmin-Lebaudot, Agnès qui a porté ce texte, qui a travaillé quand même, n'a pas eu de chance de devoir partir à quelques semaines de ce texte. En tout cas, la remercier pour le travail qu'elle a fait. Je crois qu'elle a écouté tout le monde, à la fois les gens qui étaient en faveur d'une amélioration de ce texte et puis les gens qui étaient opposés. C'était une démarche quand même un peu nouvelle. C'est quand même la première fois qu'on avait un projet de loi, et ça, il faut le dire, parce que jusqu'à présent, c'était des propositions de loi. D'ailleurs, Agnès avait participé avec d'autres, comme Olivier Falarny, à des textes par le passé, qui avaient d'ailleurs beaucoup soutenu l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Donc ça, c'était quand même quelque chose d'important, parce que là, il y avait enfin une prise de conscience. Et comme le dit Agnès, vous savez, moi, je suis un militant depuis 20 ans de cette cause. J'y suis arrivé par la lutte contre le sida. Et c'est vraiment, et je suis militant dans d'autres causes, il n'y a jamais une cause qui mobilise à ce point-là comme ça. Moi, je suis sidéré
de voir, quand je fais des réunions sur la lutte contre le sida, il n'y a personne dans les salles, malheureusement, alors qu'on peut arriver à un monde sans sida en 2030, il y a une possibilité, plus personne n'en parle. Je fais des réunions sur les questions des discriminations, on ne peut pas dire que les salles sont pleines. Et quand vous évoquez la question de la fin de vie, évidemment, question qui nous concerne toutes et toutes, les salles sont pleines. Et les gens ne viennent pas. Mais est-ce que tous les gens qui viennent sont d'accord forcément avec le... Globalement, les sondages quand même sont un peu clairs, mais il y a aussi des gens qui ne sont pas d'accord. Mais Agnès pourrait le confirmer, ces salles sont pleines et les gens viennent pas spécialement pour nous écouter, nous. Ils viennent parce qu'ils ont besoin de parler. Ils ont besoin de parler de ce qu'ils vivent, des angoisses qu'ils ont. Et c'est vrai que nos fins de vie ont changé, on vit de plus en plus vieux, les conditions peuvent être aussi extrêmement difficiles, et des gens qui ont 70 ans aujourd'hui, qui voient leurs parents de 90 ans, 95 ans, avant évidemment ne vivaient pas tout ça. Et évidemment ça pose un certain nombre de questions, et on voit aujourd'hui un pays qui veut une loi, qui je le rappelle, c'est cette loi d'ailleurs, avec lequel je n'étais pas d'accord avec tout, la DMD n'était pas d'accord avec tout, mais c'est un compromis, hein, c'est toujours un peu comme ça. Je veux dire, cette loi, c'est une loi qui donne un nouveau droit. Au-delà des soins palliatifs, et c'était aussi important parce que c'est aussi la première loi. Il y a eu plusieurs lois, rappelez-vous, les 3 lois Leonetti, on en oublie toujours une, qui évoquait toujours les soins palliatifs, mais en disant il faut donner des soins palliatifs à tout le monde, il faut l'universalité des soins palliatifs. Mais il n'y avait jamais, d'ambition chiffrée. Alors on peut dire que c'est peut-être pas aller aussi loin, mais c'est aussi la première fois où dans un texte, on a un texte complet qui à la fois d'un côté souhaite arriver à en tout cas, pas l'accès universel, les moyens ne sont pas encore suffisamment là, mais en tout cas à faire que déjà dans tous les départements, il y ait au moins une unité de soins palliatifs, et de l'autre côté, permettre ce droit, cette aide à mourir, qui est quand même réclamée par 9 Français sur 10. Et je le répète, on nous dit toujours, oui, c'est extrêmement facile, quand vous n'êtes pas malade, etc. Vous savez, d'abord moi la maladie, je la côtoie depuis longtemps, j'ai failli mourir à plusieurs reprises. Je vis avec un virus depuis 30 ans qui m'a joué quand même parfois des mauvais tours, donc on ne peut pas dire que la plupart d'entre nous ne parlons que de quelque chose de philosophique, et encore, on pourrait le faire, ou éthique, parce que quand on fait ces réunions, on est confronté à des gens qui vous parlent de leurs questions de fin de vie, qui vous parlent de leurs difficultés. Vous savez, j'étais encore au téléphone il y a 2 jours avec une personne qui est atteinte de la maladie de Charcot et qui n'a encore comme seule possibilité aujourd'hui, qui n'en peut plus de ses souffrances et qui n'a comme seule possibilité de partir à l'étranger. Est-ce qu'on peut, dans notre pays, continuer à accepter que la seule solution, pour ceux qui en ont en plus les moyens, parce qu'aller, par exemple, en Suisse, entre 10 et 15 000 euros, tout le monde n'a pas ces moyens-là. Aller en Belgique, c'est pas simple. Hein, on le sait, c'est extrêmement compliqué. Et donc, c'est ceux qui, en fait, ont le plus de connaissances, le plus de moyens. Et donc, on voit à un moment, il faut arriver, et ce texte, il permettait au moins peut-être qu'on n'ait plus ces gens qui aient besoin de fuir à l'étranger. Et je pense que ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable, parce que pour des personnes qui, comme moi, ont accompagné, hein, dans mon dernier livre, je raconte mon accompagnement d'Alain Koch en Suisse, enfin, voir que Alain Koch, cet homme qui avait des douleurs physiques qu'il était impossible de soulager, n'avoir comme seule solution que de fuir à l'étranger, vous imaginez, il y a quand même quelque chose qui ne va plus. Et donc ce texte, je pense, est devenu un peu une évidence. Alors je sais qu'une partie de gens sont opposés, mais je le rappelle, ce texte, il n'oblige rien à personne. Il n'oblige d'abord pas à chacun d'entre nous de mourir d'une aide active à mourir. Ça sera d'ailleurs toujours minoritaire hein, dans les pays qui ont légalisé l'euthanasie et qui sont proches. La Belgique, c'est 2,5% des morts et c'est à peu près 4% aux Pays-Bas. Donc ce sera forcément minoritaire. Mais c'est un droit que les gens utiliseront ou n'utiliseront pas. Et pour les soignants, je le redis, parce que quand on a entendu un certain nombre de soignants qui sont contre, et ils ont le droit d'être contre, comme ils ont le droit d'être contre l'avortement. D'ailleurs, c'est souvent les mêmes. On a souvent vu les mêmes. Je rappelle que la loi Veil donnait une clause de conscience, comme cette loi le faisait, faisant que les personnels soignants ne sont pas obligés d'accompagner quelqu'un. Et donc, c'est une loi qui respecte tout le monde. Et je crois qu'à un moment, il faut qu'on entende d'abord cette volonté des Français qui, quels que soient les clivages politiques, je crois qu'Agnès pourrait le confirmer, qu'ils soient de droite, qu'ils soient de gauche, qu'ils soient du centre, même d'ailleurs, ce qui peut être étonnant, quand on voit l'opposition de l'extrême droite, quand on regarde les sondages, 90% des électeurs de Marine Le Pen y sont favorables. Donc, ça veut dire que ça dépasse vraiment les clivages et que les gens ont envie d'avoir ce droit
au cas où leurs souffrances sont insupportables. Merci, Monsieur Romero. Vous passez le micro à votre voisin. Alors, Monsieur Bruno Delaporta, vous n'êtes absolument pas d'accord avec ce point de vue, vous avez vous exprimé, bien sûr. Vous avez publié avec la psychiatre Ossini, le titre est très fort, hein, « Tuer les gens, tuer la terre », aux éditions Compagnon. L'euthanasie est son angle mort. Alors, j'ai pas été jusqu'au bout, mais bon. Alors, que répondez-vous un peu à ces deux premières interventions qui, globalement, avec des nuances bien sûr, mais globalement sont favorables à cette directive à mourir, pensent que ça va régler des problèmes qui se posent aujourd'hui en société et pour lesquels la médecine n'a pas de solution. Comment vous abordez cette question-là? Vous êtes médecin par ailleurs, donc vous êtes un soignant. Il y a 15 points à développer, c'est long. D'abord, je pars de mon expérience. Moi, je suis néphrologue, je travaille en dialyse, donc avec le très grand âge, très malade, beaucoup de comorbidités. Donc je pense qu'on a la même population à peu près. Dans le service, en fait, on a regardé les 200 décès des 10 dernières années. En réalité, on a eu 1% de demandes d'euthanasie. Donc le chiffre, de notre point de vue, est très très bas. Quand on a repris les 1%, en fait, la moitié était liée à des douleurs insupportables, ulcères des jambes. C'est vrai que quand on a mal, on devient dingue, on a envie de mourir. La personne, dans ce cas-là, vous l'hospitalisez, vous la soulagez, vous l'accompagnez, vous l'estimez, la douleur disparaît. Donc finalement, on est tombé sur un chiffre de 0,5%. Et finalement, si demain matin vous venez dans le service, il y a énormément de personnes, il y a 150 personnes, le sujet, c'est absolument pas qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces demandes d'euthanasie. C'est-à-dire que ça n'existe pas. Demain matin, si vous venez dans le service, il y aura des tas de problèmes, mais pas celui-là. Si vous venez à notre staff jeudi, on va parler des bonnes pratiques, on va parler du manque d'infirmières, il y a plus d'assistante sociale dans le service, les psychologues sont partis, etc. Donc notre problème, c'est comment on environne le grand âge, comment on fait pour les estimer, pour les considérer. Et notre problème n'est pas de leur donner des droits à mourir, mais des droits à vivre estimés, entourés, en démocratie jusqu'au bout. Voilà, on a un très grand âge très coûteux en dialyse, hein, c'est 80 000 € par an l'année. Et le vrai problème, c'est une société qui va démissionner face aux vulnérabilités. On commence à le sentir arriver un peu souterrainement. Donc voilà, donc pour nous, il y a un effet de loupe. L'euthanasie n'est pas le problème de notre service. Quand vous dites que les gens sont très favorables, en fait, les néphrologues, on vient de faire une enquête très récemment pour demander s'ils pensaient que la loi Leonetti ou Claes-Leonetti répondait à toutes leurs pratiques. En fait, ils disent que oui. Voilà. Donc c'est pour dire que je pense que le point de vue des soignants est un peu différent. Ensuite, quand Emmanuel Macron a proposé de relancer ce sujet, il craignait que ce soit des personnes défavorables au mariage pour tous, que ce soit les religieux ou les conservateurs qui sortent. Et il a été très surpris parce que ce sont les professionnels de santé qui se sont manifestés. Et c'est pour ça qu'Agnès Firmin-Lebaudot a fait une commission avec des représentants des sociétés savantes. On représentait 800 000 patients. Et en réalité, il n'y a pas deux camps. Il n'y a pas les conservateurs religieux et les progressistes, PS, écologie, centre libéral, etc., qui sont pour. Il y a un troisième camp qui sont les valeurs du soin, c'est-à-dire les personnes qui ont l'expérience, l'aide-soignante, l'infirmière, qui ont un visage, un corps qui souffre et qui savent que l'enjeu est vraiment plus au niveau des moyens et de l'accompagnement et de l'estime qu'au niveau de l'euthanasie. Et si bien que notre voix n'est absolument pas liée à l'IVG ou à un repli en arrière mélancolique, c'est une voix de professionnels expérimentés pour qui les choses sont plus compliquées. Voilà, donc ça c'était le premier point. Et puis peut-être que je vais m'arrêter avant de poursuivre pour la suite. Sinon je peux poursuivre sur l'aide à mourir qui pose un problème philosophique. Forcément le temps est limité, donc choisissez vraiment les points les plus importants de votre intervention, parce que vous avez bien sûr encore un peu de temps, mais allez-y. D'accord. Alors il y a un autre point qui est les moyens. En fait, en 1999, comme le rappelait Jean-Luc Romero, la première loi sur la fin de vie est arrivée. Il n'y a pas eu de moyens pour les soins palliatifs, pas de formation des médecins suffisante, etc. 2005, nous on l'a rencontré, on a rencontré beaucoup de monde forcément. Il nous dit en fait 2005, on nous a promis les moyens, pas de moyens. La loi n'a pas été transmise, n'a pas été intégrée par les professionnels. 2016, on lui a dit qu'il y aurait les moyens ne sont pas arrivés. 2024, on nous dit vous inquiétez pas, on va mettre des moyens pour les résidents, pour l'accompagnement, pour les métiers, etc. En réalité, par exemple, Jean Leonetti nous disait faites gaffe parce que d'abord les sous, ils ne vont pas les avoir, il y a des dettes publiques importantes, on va diminuer les budgets. Et ils disent de toute façon, même si on avait les moyens, on n'a plus les infirmières, plus les psychologues, plus d'assistantes sociales, etc. Même si on met beaucoup de sous, vous ne peuplez pas 20 départements rapidement en professionnels.
Et dernier point. Donc concrètement, vous avez peur que, vu le manque de moyens de la puissance publique, on incite, c'est ce qui est en filigrane de votre propos, on incite des gens à disparaître. C'est ça que vous dites un peu. En fait, le problème, c'est le grand âge et le très grand âge à 10, 20, 30 ans. On est un phénomène historique. C'est-à-dire qu'on est un phénomène historique. L'humanité a une espérance de vie de 20 ou 30 ans depuis 300 000 ans. Au XXe siècle, les vaccins, les antibiotiques, les stents, etc., on déporte toutes les complications aux âges extrêmes de la vie. On a un grand âge qui augmente, et une population jeune qui va diminuer. 2030, 2,5 millions de personnes depuis 85 ans, 2050, 5 millions. Et donc, il y a un enjeu de santé publique qui est majeur à long terme, pas à court terme, pas dans 5 ans, on peut tout faire ce qu'on veut. Et en réalité, à 30 ans, l'humanité se retrouve face à un objet incroyable. Aucun président de la République n'a envisagé ce problème. Il y a des think tanks qui travaillent là-dessus. Le grand âge, les EHPAD, va poser un énorme problème. Quelle valeur on donne à la vulnérabilité? Comment on les accompagne? Et comment on fait Donc c'est une question de quel monde on veut pour demain. Très bien. Alors, avant de passer la parole à M. Colpert, je ne vous oublie pas évidemment, Mme Firmin-Lebaudot voulait réagir. Donc, je vais réagir tout de suite parce que je crois qu'il y a des choses qu'on ne peut pas laisser dire. C'est un débat, c'est une table ronde, c'est un débat. Donc je vais réagir parce que cette loi, ce n'est pas une loi du grand âge, ce n'est pas une loi faite pour les personnes âgées. C'est une loi qui a été conçue pour les malades, qu'ils soient majeurs, parce que la minorité a été évacuée. C'est une loi faite pour les malades, ce n'est pas une loi faite pour les personnes âgées. Voilà, je crois qu'il est important de le dire. Ici, on est aux Assises nationales des EHPAD parce que, effectivement, il y a aussi des personnes âgées malades qui pourraient demander l'aide à mourir. Et les critères, vous les connaissez, ils étaient très restrictifs. Donc je crois qu'il faut vraiment ne pas laisser, courir l'idée que cette loi a été conçue, pour les personnes âgées dont nous ne pourrions pas assurer la prise en charge. Je crois que la volonté partagée par tous les acteurs ici, c'est aussi de prendre en charge du mieux possible les personnes les plus vulnérables, les personnes dépendantes. Mais je crois qu'il est, à mon avis, je vais pas dire, je vais être simple, il est faux de laisser courir l'idée que cette loi a été conçue pour ça. Et vous auriez pu dire, puisqu'on est, dans la mauvaise foi, parfois, mettre les personnes en situation de handicap pendant que vous y êtes. Enfin, je crois qu'il faut arrêter. Cette loi, elle a été faite pour des personnes malades avec des critères très restrictifs. D'ailleurs, certains, dont Jean-Luc, pensent qu'ils étaient trop restrictifs. Voilà, je crois qu'il faut ne pas mélanger les sujets. Et on peut aussi parler, puisque cette loi a une partie sur les soins palliatifs, tout ce qui a été proposé dans la loi, notamment pour accompagner les personnes en soins palliatifs, notamment dans les EHPAD, parce que c'est un sujet qui vous concerne particulièrement. Alors, un mot, Monsieur Romero, un mot, Monsieur de la Porta, et après, vraiment, je laisse la parole à notre quatrième invité, parce que c'est intéressant d'avoir le point de vue aussi un peu de quelqu'un qui est dans des équipes, qui fait du soin palliatif au quotidien. Ah, ça marche pas. Non, juste un mot, il y a quelque chose qui m'a étonné dans ce que vous avez dit. Vous avez dit que ça concernerait dans notre service que 0,5% des patients. Moi, bah oui, mais vous savez, par exemple, le mariage pour tous, ça concerne 2% des mariages. Il ne fallait pas faire le mariage pour tous parce que les homosexuels sont minoritaires dans une société. J'avoue que c'est un argument qui m'étonne un peu. Et 0,5%, il y a combien de morts par an? 600 000, 620 000 par an. Vous faites 0,5%, c'est des dizaines de milliers de personnes. Même si ce chiffre, qui n'est pas celui qu'on retrouve dans les autres pays qui donnent ce droit, même si ce chiffre n'était que de 0,5% comme vous l'avez eu dans votre service, eh bien, ce sont dans notre pays des dizaines de milliers de personnes qu'on ne veut pas entendre. Et je crois qu'il faut les respecter. Je vous dis, vous êtes respectés, vous ne voulez pas les aider. Vous avez le droit, vous aurez votre clause de conscience. Mais comment pouvez-vous dire, écoutez, ces 0,5%, écoutez, c'est pas important, donc on va les laisser mourir dans des souffrances qu'on ne peut pas soulager, et en tout cas qui pour eux, parce que c'est quand même leur avis à eux qui compte d'abord, c'est pas les gens qui sont autour du lit qui doivent décider si leurs souffrances sont devenues insupportables. Et quand vous dites qu'on soulage la plupart des souffrances, j'évoquais tout à l'heure Alain Koch, excusez-moi, pendant 1 an, cet homme-là passait son temps à hurler. Personne n'était capable, les soins palliatifs l'ont pris en charge, etc., de lui soulager ses douleurs. Même les morphiniques, etc., ne pouvaient pas. Donc 0,5%, bah oui, même si c'était 0,5%, ça me paraît quand même normal d'entendre les Français. Je peux répondre? Oui, bien sûr, mais après, rapidement. Donc, par exemple, quand vous dites il y a énormément de personnes qui partent en Belgique, etc., mettons qu'il y en ait 100 ou 200 ou 150,
il y a peut-être 100 000 personnes qui n'ont pas accès aux soins palliatifs en France. Donc c'est-à-dire qu'il y en a 1 pour 1000 versus 999 qui ne sont pas encore traités sur le territoire. Donc c'est quand même important aussi. Oui, mais le problème, c'est qu'on n'y arrive pas, on n'a pas les moyens. Deuxièmement, les 0,5%, la vraie question qui se pose pour une démocratie, c'est est-ce qu'on légifère l'exception? Est-ce que pour une grande loi symbolique, on légifère l'exception? Est-ce qu'on fait... Est-ce que c'est une grande loi symbolique comme l'interdit de donner la mort? Est-ce qu'on fait tomber l'interdit de donner la mort dans une civilisation avec les risques que ça peut comporter pour les vulnérabilités à long terme? Est-ce que c'est un progrès ou est-ce que c'est une dérégulation anthropologique? Ce n'est pas un problème religieux, ce n'est pas un problème PMA, IVG, c'est un problème philosophique. La mort n'est pas un problème médical, c'est un problème philosophique. C'est une rupture anthropologique? C'est-à-dire, est-ce que les 0,5% ne doivent pas rester en zone grise? Moi, je n'ai rien contre l'euthanasie pour un médecin qui s'engage une fois dans sa vie. Ça m'est arrivé à des réunions de demander aux médecins combien de fois ça vous est arrivé dans votre vie. Ils réfléchissent, ils vous disent une fois. Ben, très bien, ben, une fois, ils s'engagent avec leurs responsabilités et ça ne me pose aucun problème. Mais qu'une démocratie fasse tomber une loi symbolique extrêmement civilisationnelle, c'est là où est l'enjeu. Donc je suis entièrement d'accord avec vous. Les 0,5%, je comprends très bien qu'il faut prendre sur ses épaules la responsabilité d'un acte. Mais par contre, là où je ne suis pas d'accord, c'est pour légaliser la transgression. Une transgression, ça existe. Je propose que là, je pense que vous avez un désaccord de fond, frontal, je vais dire. Je ne pense pas qu'on va le résoudre ce soir. Donc j'aimerais quand même que la parole soit donnée à M. Colpaert. André Colpaert, vous êtes responsable d'une équipe mobile de soins palliatifs en Loire-Atlantique. On va prendre le problème d'une autre façon finalement, mais aussi à travers les réalités que vous vivez. Alors, c'est intéressant de savoir si dans votre pratique quotidienne, vous rencontrez souvent des personnes âgées, là je suis désolé, on parle des personnes âgées ici, qui ont une demande explicite d'en finir avec la vie. Est-ce que ça arrive souvent? Est-ce que, c'est ce qu'on dit aussi souvent, mais ça m'intéresse d'avoir votre expérience, on dit souvent que si les soins palliatifs sont véritablement bien apportés, souvent la volonté de mourir tombe. Est-ce que vous me direz si vous l'avez rencontré dans votre... Ce qui m'intéresse, c'est votre expérience à vous. Dans un territoire très rural en Loire-Atlantique. Merci à vous. Merci de me donner la parole. Je me disais en écoutant que j'aurais préféré la question de ce matin, qu'auriez-vous fait en tant que ministre? Je trouvais que c'était plus simple. Mais moi j'ai un exercice partagé. Je suis à la fois sur le CHU de Nantes, médecin sur une unité de soins palliatifs, donc plus spécialisé sur la prise en charge des symptômes complexes, des problématiques psychosociaux complexes également, des réflexions éthiques, des demandes d'arrêt de traitement, de dialyse ou autre, où on accompagne les gens dans cet arrêt de traitement après avoir vérifié justement selon les critères de la loi Claes, Leonetti. Et à côté de ça, j'ai une activité donc, qui va plus vous concerner au niveau des EHPAD, c'est que dans le cadre de l'équipe mobile de soins palliatifs, je dirige une équipe qui est intra-extra-hospitalière, donc où on intervient dans les hôpitaux, mais également dans le médico-social, à domicile, et pour justement accompagner les équipes, les professionnels de santé, les patients, leurs familles, dans la réalité du quotidien, pour essayer de les accompagner au mieux dans la maladie. Par rapport à ce que vous disiez sur est-ce qu'on a ces demandes-là, alors que ce soit au CHU de Nantes ou dans le territoire de Châteaubriand, on en a, que ce soit, moi les plus jeunes patients que j'ai eus, ils avaient 16 ans, et comme certains bons alcools, les plus vieux étaient hors d'âge. Il n'y avait pas de... et on a des demandes de mort. Je ne suis pas sûr qu'on puisse, qu'on ait vraiment des demandes d'euthanasie très régulières, mais on a des demandes de mort en tout cas. Ils ne mettent pas les mots, ils ne mettent pas le... et c'est une réalité. Après, c'est comment nous on va questionner cette demande-là. Et je vous mentirais si je vous dirais que toutes les demandes s'annulent une fois qu'on a pris en charge des symptômes. Malheureusement, j'en ai qui vont persister. Et parce qu'il y a... on va toucher à une perte du sens de la vie chez certains profils de patients que vous avez dans vos structures. Et j'ai malheureusement jamais trouvé un antidépresseur qui soigne ça. Mais après, en effet, c'est pas un pourcentage énorme. Mais elles sont là. Elles sont là. Et puis, et si tant est, je vous prends un exemple de patient âgé que j'ai eu il n'y a pas longtemps, qui était très altéré, très dépendant, et qui demandait à mourir. On a fait venir les psychologues, les psychiatres, on a fait une évaluation. Il avait un traitement de maintien en vie, donc lui, il pouvait rentrer dans le critère d'arrêt de ce traitement-là et de mise en sédation pour l'accompagner dans ses derniers jours. La question qu'on se posait, c'est qu'il y avait un certain nombre de dépressifs
associé, qui était réactionnel à sa perte d'autonomie, c'était est-ce que ce syndrome dépressif l'empêche d'être autonome dans cette décision-là, à son âge, avec ses comorbidités. On a fait venir les psychiatres, qui sont aussi démunis que nous, même s'ils sont spécialistes. Et ce qu'on se disait, c'est qu'en effet, il y a un syndrome dépressif qui n'altère pas forcément sa capacité à prendre une décision pour lui-même, mais ce syndrome dépressif était réactionnel à sa perte d'autonomie. Et que dans tous les cas, traiter son syndrome dépressif ne traiterait pas sa perte d'autonomie. Donc on ne touchait pas au fond. Et on se demandait, est-ce que ce n'est pas de l'acharnement ou de l'obstination, pour reprendre le dernier terme, une forme d'obstination que de traiter à tout prix ce syndrome dépressif en sachant qu'on n'y arriverait pas. Et là, on était dans ce dilemme. Pour moi, c'est assez compliqué de vous dire je suis pour, je suis contre. Je suis dans une clinique de l'individu et de l'incertitude au quotidien. Donc, on est obligé de mettre des protocoles pour des textes de loi, on est obligé de cadrer. Mais après on va être dans l'individuel. Et ça va quand même être une personne face à une autre pour essayer de l'accompagner jusqu'au bout. Et c'est un petit peu difficile d'organiser après tous ces échanges ma pensée, mais je vais aussi poursuivre sur cette notion de clause de conscience. La crainte, c'est d'une certaine manière une forme le terme n'est pas très adapté, mais de prise d'otage, dans le sens où moi, quand je prends en soin un patient, je vais l'accompagner, je vais m'engager d'une certaine manière auprès de lui à mettre tout en œuvre pour essayer de le soulager, essayer de l'accompagner sur tous les champs. Et si j'y arrive pas, de l'accompagner jusqu'au bout. Et à un moment, si moi, en tant qu'individu, je ne suis pas prêt à aller faire un acte euthanasique, est-ce que derrière, je ne vais pas me retrouver face à une forme d'abandon en fait, de mon patient parce que je lui ai dit que je m'engagerais jusqu'au bout. Et malheureusement, maintenant, la loi passe à nouveau jusqu'au bout. Est-ce que moi, je suis prêt à passer cette limite-là pour moi? Donc je pense que je me mélange un petit peu, mais j'ai cette question. C'est plus une question. Oui, vous pouvez répondre. Oui, je vais essayer de répondre parce que d'abord, redire à quel point la priorité souhaitée par le gouvernement lorsque la loi a été construite, c'était bien le développement des soins palliatifs qui ne passe pas que par des moyens. Les moyens ont été largement, j'allais dire, augmentés. La question que je me suis posée, moi, pourquoi depuis 1999, on se pose toujours la même question? C'est qu'on a raté quelque chose. C'est qu'on a raté la formation de tous les professionnels. On a raté le fait que les soins palliatifs deviennent... Alors il y a un débat chez même les palliativistes ou palliatologues sur est-ce qu'il faut en faire une spécialité ou pas. La question a été tranchée, il faut en faire une spécialité pour donner aux jeunes de s'engager dans cette voie. Mais il faut aussi former tous les professionnels. Et là, ça touche aussi les professionnels des EHPAD. C'est-à-dire qu'il faut former les infirmières, il faut former les aides-soignantes à l'accompagnement sur cette période de la fin de vie. Et vous dire à tel point que c'est une priorité et que le travail fait par toutes les personnes qui accompagnent le malade en fin de vie, c'est que la première question que le médecin doit poser, c'est « Avez-vous eu des soins palliatifs ?» ou « Voulez-vous des soins palliatifs si la personne n'en a pas eu ?» avant de continuer le process. Parce que vous l'avez justement dit, et je l'ai vu puisque j'ai visité une vingtaine d'unités de soins palliatifs, je suis allée aussi à domicile, c'est parfois, lorsque la personne a la chance de pouvoir être accompagnée par des soins palliatifs, elle change d'avis, parfois. Mais vous l'avez dit vous-même, parfois elle ne change pas d'avis. Et parfois la personne ne veut pas. Et c'est là où il faut respecter son choix, et c'est là où nous avons un désaccord profond. Mais pour vous dire que la question que vous avez posée, je voulais rebondir sur le mot euthanasie, la question de la clause de conscience, elle était pour moi essentielle pour les professionnels de santé. Et puisque justement nous avons écouté les professionnels de santé, le choix qui a été fait, c'est l'aide à mourir par l'auto-administration. C'est le choix qui a été proposé. C'est l'auto-administration, c'est bien la personne qui fait la demande et qui jusqu'au bout va aller dans sa demande, sera accompagnée, mais qui jusqu'au bout va aller dans sa demande. C'est aussi une façon, j'allais dire, de montrer à quel point nous avons écouté les professionnels, notamment dans la difficulté d'aller faire le geste. Alors, je vais vous donner la parole, M. Delaporta, mais je veux juste poser une question à M. Colpaert, parce que là, on est aux assises des EHPAD, donc vous intervenez dans les EHPAD. Comment vous ressentez l'état d'esprit des directeurs, des personnels soignants des EHPAD par rapport à cette question-là?
Puisque c'est vrai que là, on en a quand même beaucoup parlé au printemps. Ça a été un sujet important. Peut-être pas le sujet, mais enfin c'est un sujet important. Et puis c'est pas une question nouvelle, loin de là. Mais comment vous avez senti l'état d'esprit des soignants ou même des directeurs d'EHPAD que vous pouvez rencontrer dans vos interventions? Alors c'est vrai que sur les EHPAD, alors je fais aussi de la formation, ce que vous disiez, dans toutes les EHPAD du territoire, parce qu'on est des petites équipes, donc on ne peut pas être partout. Et donc l'idée, c'est justement, on est les soins palliatifs, je disais toujours, on est la spécialité qui ne devrait pas exister, mais heureusement qu'on est un peu là, ça permet de diffuser les pratiques. Mais c'est vrai que dans les EHPAD, ce qu'on sent, c'est qu'il y a de l'inquiétude, mais il y a de l'inquiétude par aussi la question de comment on étaye tout ça. Parce qu'il y a le pour et le contre, mais si on se limite à cette question-là, on n'a pas creusé le problème. C'est que derrière, qu'est-ce qu'il y a dans le fait d'être favorable et qu'est-ce qu'il y a dans le fait d'être contre? Et il y a des gens comme moi, je vous dis, qui sont dans un entre-deux, mais c'est qu'on entend la demande de la société, mais on se dit, de nos jours, elle n'est pas applicable, et ma crainte, moi, c'est de mettre en danger un système déjà château-branlant, si je puis dire. Et au niveau des directions, je ne vois pas comment ça pourrait être appliqué. Après, c'est une question qui ne m'appartiendra pas, elle appartiendra à d'autres. Moi, je resterai sur le côté opératif. C'est un sujet où il y a beaucoup de non-dits au niveau des EHPAD. Après, je voudrais juste faire écho à un constat que je fais sur le soin palliatif actuel. Je fais partie d'une unité où l'arrêt de traitement actif, la mise en place de sédation profonde ou non, on en fait énormément. Parce qu'on est devenu un peu centre de référence, parce qu'il ne faut pas se voiler la face dans le monde du soin. Il n'est pas censé y avoir de clause de conscience sur la loi de 2016, parce que le droit à la sédation et à l'arrêt de traitement actif, c'est le droit au consentement aux soins. Et ça, techniquement, un patient peut arrêter son traitement à n'importe quel moment. Mais pour le soignant, l'arrêt d'un traitement, je ne sais pas si vous contredirez là-dessus, mais j'ai énormément de néphrologues ou de soignants, un arrêt de dialyse, qui est un traitement de maintien en vie, c'est difficilement, voire inentendable pour un soignant. Et donc nous, on accompagne autant les patients dans leur demande en questionnant la demande, en EHPAD c'est hyper fréquent, que les professionnels de santé qui ne sont pas prêts à cette demande. C'est qu'on nous a appris que dans la loi il y avait le consentement, mais on ne nous a pas appris que dans le consentement le patient pouvait dire non. Et on se retrouve démunis face à ça. Et moi je connais plein d'unités de soins palliatifs qui ne font pas de sédation et d'arrêt de traitement parce qu'ils considèrent que c'est un échec. Et dans des EHPAD, des patients qui sont dans un état de non-communication, d'absence de vie relationnelle, et qu'on va continuer à explorer, Et là, on touche au patient qui n'est plus sujet, mais qui devient objet de soins. Et je pense que déjà, si on travaille là-dessus avec nos professionnels, on va réduire déjà beaucoup d'angoisse et d'appréhension des proches et des patients. De se dire, qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce je vais être objet ou est-ce que je vais pouvoir décider un petit peu de mon niveau de soins? Merci, Monsieur Colpart. Un dernier mot, Monsieur Dellaporta. Oui. Donc, par rapport à ça, en fait, quand on dit 90% des Français sont favorables à l'aide à mourir, en fait, il y a un grand brouillard avec ce terme aide à mourir. Et par rapport à ce que tu dis, je vais reprendre les choses à ma façon. En fait, il y a 5 situations qui relient le médecin et la mort. Il y a premièrement ce qu'on appelle l'abstention. Vous ne transférez pas un patient de 90 ans en réanimation s'il a le Covid parce que vous savez qu'il ne peut pas survivre allongé très longtemps. Donc, vous avez l'abstention qui est liée à la mort. 2, vous avez ce qu'on appelle l'analgésie ou l'antalgie. Vous pouvez, chez une personne qui a des métastases osseuses hyperalgiques, administrer un produit analgésique ou sédatif au risque d'accélérer la mort. Abstention, analgésie. 3, vous avez ce qu'on appelle les limitations et arrêts de traitement. C'est de ça dont tu parlais pour la dialyse. On peut arrêter un traitement inutile et disproportionné au risque que la mort arrive. 4e, vous avez le suicide assisté. Dans ce cas-là, vous remettez à la personne un poison qu'elle va elle-même absorber ou une perfusion qu'elle va déclencher. 5e, vous avez l'euthanasie. Dans ce cas-là, vous avez un médecin qui injecte un produit et qui provoque délibérément la mort. Et le terme aide à mourir, en fait, c'est un grand brouillard. Parce que forcément,
qui a un problème de clarification des enjeux. Et effectivement, je suis entièrement d'accord avec Agnès Firmin-Lebaudot, les médecins ne sont pas formés, ils ne sont pas compétents là-dedans, il y a très peu de médecins qui s'y retrouvent. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Il y a un crescendo dans la gravité morale entre le 1, 2, 3, 4, 5. Il y a un crescendo quantitatif, le 1 est moins grave que le 2, que le 3, que le 4, que le 5, c'est-à-dire que l'euthanasie, c'est plus lourd moralement pour l'intégrité du professionnel que le 1. Et deuxièmement, il y a une rupture qualitative, et ça, personne ne le voit, il n'y a que des amalgames dans les presses, il y a une rupture entre le 1, 2, 3 et le 4, 5. Le 1, 2, 3, abstention, antalgie, arrêt de traitement, la personne meurt du fait des choses, elle meurt du fait de la maladie. Donc pour le professionnel, l'intégrité morale n'est pas très attaquée. Si je ne fais pas une 3e ligne de chimiothérapie à une personne parce que je sais qu'elle va gagner qu'un seul jour de vie, je serais quand même, je me dirais que ce n'est pas moi qui suis responsable. Dans le cas 4 et 5, suicide assisté et euthanasie, il y a une rupture parce que c'est l'humain qui fait quelque chose à l'humain, c'est l'humain qui provoque la mort. Et c'est là où il y a une rupture morale majeure. Et par exemple, Agnès Firmin-Lebaudot ou Emmanuel Macron disaient l'aide à mourir, c'est pas un suicide assisté, c'est pas une euthanasie. Et nous, on discutait, moi j'ai vu Catherine Vautrin, j'ai dit, mais attendez, la rupture, l'interdit de donner la mort, il est entre le 1, 2, 3 et 4, 5, c'est pas la même chose. Il fait non, c'est pareil. Le Conseil d'État, la norme supérieure, dit en réalité, c'est faux. C'est bien un suicide assisté, une aide à mourir. Donc tout l'enjeu, c'est que le 4-5, l'euthanasie, vous injectez un produit, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, il n'y a plus personne. Un arrêt de traitement de dialyse, vous avez des verbalisations, des accompagnements, etc. Et l'interdit, exactement là, personne ne s'en rend compte, les médias font que des boucles irrationnelles, les intellos se plantent, même des gens très compétents sont perdus, les médecins ne sont pas formés, les professionnels non plus, si bien que, comme tu le dis, il y a des gens qui considèrent qu'un arrêt de traitement, le 3, c'est une euthanasie, c'est faux. Et quand vous demandez aux personnes, est-ce que vous êtes pour l'aide à mourir, les gens disent oui, parce qu'il faut soulager la souffrance. Mais en fait, ils réclament le 2, qui est l'analgésie, qui est autorisé depuis 2005, où ils disent, j'en ai marre du pouvoir abusif des médecins, l'acharnement thérapeutique, c'est insupportable. Mais ok, c'est le 3, c'est autorisé, ça fait partie des bonnes pratiques que d'arrêter des traitements, comme tu le dis. Donc il n'y a que des amalgames et des confusions, si bien que le débat démocratique n'est même pas possible à la racine. On ne s'est pas mis d'accord sur les termes. Donc je veux dire que dans les médias, c'est complètement des boucles qui sont circulées. On va laisser Mme Firmin-Lebaudot conclure, parce qu'on va falloir arrêter. Alors est-ce que ce terme d'aide active à mourir, ça correspond au suicide, pas à l'euthanasie apparemment en tout cas, mais est-ce que c'est parce que c'est vrai qu'il y a un problème de classification quand même c'est un terme nouveau, ça, aide active à mourir, c'est un terme nouveau. Il n'y a pas un problème de classification, il y a une volonté d'avoir le choix. Moi, j'ai pas de certitude. Je défie quelqu'un ici d'avoir la certitude, bien portant que nous sommes, de savoir si un jour, lorsque nous serons ou pas, j'espère ou pas, dans une situation où nous aurions la question à nous poser, de savoir quel choix on ferait. Moi, je ne sais pas quel choix je ferais. Par contre, ce que j'aimerais, c'est avoir le choix. C'est ça le débat qui est posé. C'est d'avoir le choix de dire mes souffrances sont réfractaires. Mes souffrances sont réfractaires. Elles sont insupportables et je sais que je vais mourir. Et je sais que je vais mourir. Et oui. Et vous ne pouvez pas dire non. On sait très bien qu'il y a des personnes, leur pronostic vital est engagé. Leur pronostic vital est engagé. Et il faut admettre qu'à un moment ou un autre, la médecine ne peut plus. C'est la question qui est posée. La médecine ne peut plus. Et est-ce que dans ces cas-là, est-ce que ça concernera 1%, 1,5%, 2% peu importe, la personne peut avoir le choix. C'est la personne, c'est le malade qui fait la demande. C'est le malade. Donc on inverse, effectivement, c'est là le débat avec les médecins, c'est on inverse la relation. C'est le malade qui fait la demande. Parce que oui. Donc c'est ça la question qui nous est posée. C'est une question de société. Effectivement, 90% de nos concitoyens sont favorables. Non, mais c'est normal. Mais je sais, moi, que je ne sais pas ce que je choisirais au moment, si jamais, par malheur, ça m'arrive. Comme on va tous y être confrontés. Donc c'est un sujet de société. Je pense que le président de la République a ouvert le débat. Nous avons fait une proposition d'un texte de loi. Je souhaite, moi, qu'il soit repris dans les mois à venir, parce que là aussi, nous avons besoin d'avancer sur les soins palliatifs. Et n'oubliez pas que dans la partie 1 du texte, il y avait de grandes avancées sur les soins palliatifs, et nous en avons aussi besoin. Et nous avons aussi besoin d'offrir à nos concitoyens
la possibilité de faire le choix en France et qu'ils ne soient pas obligés, en termes d'égalité, d'aller en Suisse, en Belgique, en Espagne, dans d'autres pays. C'est aussi un sujet d'égalité. C'est pour ça que c'était une loi de fraternité. Merci. Merci.